Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et un nouveau thème qui nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine concerne les élections présidentielles aux États-Unis. Nous avons profité du retour de M. Gamil Badra, analyste politique des États-Unis, qui a suivi de très près les débats pour les élections présidentielles aux États-Unis, pour lui poser quelques questions concernant le cours des choses dans le domaine des élections, concernant les déclarations de Donald Trump que le monde a trouvées bizarres, si je peux choisir un mot correct pour désigner ces déclarations et pour parler des favoris, pour parler des citoyens américains, quels sont leurs espoirs avec le nouveau président américain. Pour parler donc de tout cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui M. Gamil Badra, analyste politique. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Je suis aussi ravi d'être avec vous pour parler de différents points que vous avez mentionnés. En fait, le déroulement des élections américaines est au chaud à présent. Les débats ont eu lieu et comme vous savez, il y a deux partis essentiels sur la scène. Il y a le Parti démocrate, il y a le Parti républicain. D'ici juillet, chaque parti devrait nommer son candidat pour faire face à face entre les républicains et les démocrates pour la présidence, les élections qui auront lieu le 8 novembre 2016 pour choisir le nouveau venu à la Maison-Blanche en janvier 2017. Le monde, et surtout les Américains, ceux qui vivent aux États-Unis, ont suivi les différents débats. Mais avant de toucher les différents débats, les détails, les déclarations de Donald Trump, les aspirations du citoyen américain, etc., que vous avez mentionné, je le ferai avec grand plaisir. Mais laissez-moi donner un petit aperçu des élections américaines. Les États-Unis est un pays très spécial à l'égard des élections. C'est un pays qui consiste de 50 États et chaque État a un certain poids de vote électoral. On compte par exemple la Californie avec 55 points. On compte le Texas avec 38 points. On compte le New York, la Floride avec 29 points. J'ai déjà mentionné 4 États et le total de ces 4 États, c'est 150 points. Ce qui fait que la distribution pour les 50 États est différente d'un État à un autre du point de vue vote électoral. Ce vote électoral est équivalent au nombre de représentants dans le Congrès. Le Congrès américain constitue de la Chambre des représentants, qui consiste de 435 membres, et du Sénat, qui consiste de 100 membres, ce qui fait le total de 535. En plus, le Washington DC, qui est une ville qui n'est pas un État, a 3 votes, ce qui fait 538. Ça veut dire que si on divise 538 par 2, c'est un peu moins que 270. Le candidat qui atteint le chiffre de 270 est le gagnant et sera le nouveau président pour les États-Unis. 270 votes électoraux. Il peut les rassembler comment? Il y a 50 États, mais il y a des États pour 3 points, pour 5 points, pour 8 points. Et c'est l'essentiel pour le candidat, pour essayer d'emporter la présidence, de déclencher le succès et de savoir la stratégie, de mettre une stratégie. Comment peut-il communiquer avec chaque État pour essayer d'emporter ce nombre de points? Ce qui peut vouloir dire aussi que le président américain peut être élu sans avoir un vote total qui est en excès de son adversaire. Il peut avoir un peu moins, mais il a eu un plus grand nombre de votes électoraux. Ça, c'est en général pour les élections américaines. Parlons maintenant des débats. On a vu comment les débats se sont déroulés. Le Parti démocrate est plus confortable du point de vue participant dans les débats. Il y a Mme Hillary Clinton. Mme Hillary Clinton a un CV très distingué. Elle a 2 concurrents, le sénateur du Vermont, M. Bernie Sanders, et le ex-gouverneur du Maryland, qui malheureusement peut-être n'a pas beaucoup de chance. Je crois que malgré comment dirais-je, le point faible de Mme Hillary Clinton, que certains l'accusent de ne pas avoir dit la vérité pour les attentats de terrorisme en Libye, je crois qu'elle a une très grande chance pour emporter la nomination du Parti démocrate. Sur le plan républicain, il y en a beaucoup de participants
Il y a, comme vous venez de dire, M. Donald Trump qui a fait une très grande montée et qui, malheureusement ou bien heureusement, est en chute aujourd'hui à cause de ces déclarations superficielles, de ces déclarations que vous avez décrites comme bizarres. Je suis tout à fait d'accord. Ces déclarations incendiaires, ces déclarations superficielles qui est irresponsable. On ne peut pas venir contre le monde musulman qui compte un peu plus que 1,6 milliard de citoyens pour quelques milliers qui ont causé du terrorisme. Et puis ces déclarations aussi avant cela qui étaient contre les hispaniques. Il veut construire un mur, il a financé ce mur, il donne un exemple d'autres pays qui ont fait ce mur. Alors M. Donald Trump, qui était en tête et qui est toujours en tête, mais vous savez, les primaires auront lieu en février. Et je crois que M. Donald Trump peut-être a très peu de chance. Les autres candidats, on peut compter Dr. Ben Carson, qui est un ex-chirurgien. J'en doute qu'il pourra emporter à cause, parce que les débats, c'est très important pour que ces candidats puissent refléter aux citoyens américains en direct, à la télévision, différentes chaînes qui ont diffusé ces débats, il peut refléter sa vision, il peut refléter sa vue, son expérience économique, humanitaire. Ah, c'est un tas de choses. Pour être président des États-Unis, il faut avoir un paquet, il faut avoir un peu de tout. Hein? Il faut s'y connaître sur plusieurs points et avoir la popularité, le respect, l'estime, montrer la sincérité, l'honnêteté aux téléviseurs, à tous ceux qui l'écoutent. Il y a aussi M. Marco Rubio, le sénateur de la Floride. Il y a M. Ted Cruz, le sénateur du Texas. Il y a M. Rand Paul, qui est aussi un sénateur. Il y a une dame, c'est aussi une dame pour le Parti républicain, Mme Carla Fiorina. Et tout cela, ils sont sur la scène. M. Christie, de l'État de New Jersey. Tout cela sont sur la scène pour s'échanger, quelquefois pour s'accuser, quelquefois pour une bataille plutôt diplomate. Et j'ai suivi tout cela. Et je crois que chacun a eu des supporters. Et les sondages qui sont aujourd'hui montrent que M. Rubio est en avance, M. Ted Cruz est aussi en avance, M. Donald Trump, le milliardaire connu, après ses déclarations, il a commencé une chute et les primaires qui vont commencer en février, ils vont commencer par le Iowa, par le New Hampshire et vont continuer jusqu'en juillet pour la convention républicaine de se rassembler pour choisir un candidat face à 95%, ce sera Mme Hillary Clinton pour le Parti démocrate. Ce candidat devrait nommer, et aussi elle, devrait nommer un vice-président suite à la convention. Et le président, vice-président des deux partis vont se confronter pour 3 autres séances pour les présidents et pour 2 séances, ou une séance, pardon, pour le vice-président. Et puis les élections auront lieu le 8 novembre 2016. D'accord. Et est-ce que les États-Unis ont un mécanisme pour demander le bilan du mandat du président qui quittera la Maison-Blanche? Parce que promettre certaines choses, surtout trouver une solution au chômage, les assurances sociales et tout ça, ce sont des revendications auxquelles tout le monde aspire. Et les candidats y jouent sur cela. Donc, à la fin de leur mandat, est-ce qu'on leur demande ce qu'ils ont fait, le bilan de ce qui a été fait, ou bien c'est au revoir et merci et on passe à un autre candidat qui peut-être arrivera à faire quelque chose? C'est un point très important. Le président américain est responsable de faire beaucoup de choses, surtout de faire ce qu'il a promis, que ce soit pendant sa période de présidence ou même que ce soit la période en préparation de sa présidence. Le président Obama, chaque année, devrait présenter un bilan. En janvier, chaque président présente le bilan de ce qu'il a fait. Et le Congrès a le pouvoir et a le droit d'inviter le président pour des auditions, pour prendre un compte rendu de ce qui s'est passé. Mais habituellement, quand le président quitte la Maison-Blanche, il a déjà complété tout genre d'investigation, tout genre d'enquête, d'audition, etc. Parce que au moins s'il était président, on aurait pu lui demander, l'accuser. On a vu des exemples.
par exemple, le président Clinton en 1998. Il a été sujet à cause de certaines affaires à des auditions. Le président Nixon en 1994, suite à avoir caché des conversations téléphoniques, etc., avec le parti concurrent, il a dû céder son poste à son vice-président, M. Gerald Ford, en 1974. Alors pendant la présidence, le président n'est pas infaillible, le président n'a pas l'immunisation d'être demandé de suivre une enquête, absolument. Mais suite à la présidence, ce bilan, à mon avis, d'après ce qu'on a vu dans les dernières années, le président il quitte la Maison-Blanche tout en ayant un nouveau chapitre de sa vie. Et concernant les exploits du président Obama, si on peut parler de cela, quels ont été les exploits les plus significatifs au niveau des États-Unis, mais aussi au niveau de la politique étrangère? C'est bon, belle question. Sur le plan local, le président Obama a fait de bonnes choses. Le président Obama a introduit ce qu'on appelle le Obamacare pour la majorité des citoyens américains. Ce qui est pour la classe moyenne et la classe un peu que la moyenne est un grand atout. Le président Obama a offert des opportunités de travail. Le taux de chômage a baissé, les possibilités de trouver un emploi ont augmenté. Le dollar américain s'est renforcé mondialement, on le suit avec les conversions qui se passent. Sur le plan local, le président Obama, je dois dire qu'il garde son estime. Sur le plan extérieur, là, il y a des pour et du contre. Le président Obama, dès qu'il a été nommé président, il est venu au Caire, à l'université du Caire, en mai 2009, pour déclarer son soutien au monde arabe, au monde islamique. Le président Obama, le premier semestre de son second mandat, il est monté en Israël pour refléter aussi son soutien. Alors, ce qu'il avait promis au monde arabe en 2009, je ne suis pas sûr si vraiment il a eu l'occasion, peut-être, pour lui donner une excuse, s'il a eu l'occasion de vraiment soutenir, de vraiment être juste avec les aspirations et les besoins de la région. La région, nous suivons maintenant, ça fait quelques années, avec les pays qui entourent l'Égypte, comme l'Irak, comme la Syrie, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je crois que les gens, la population du Moyen-Orient aurait bien espéré, aurait bien voulu, aurait bien souhaité qu'il y ait plus de stabilité, qu'il y ait plus de coalition, qu'il y ait plus d'intégrité dans ces pays. Malheureusement, je parle du Moyen-Orient. Sur le plan mondial, on trouve que la sécurité aussi est en question. Et ce qui s'est passé à Paris, ce qui s'est passé à San Bernardino, en Californie, et tout ça, c'est une partie de la politique extérieure. Si la politique extérieure des États-Unis, des superpuissances, considérait les besoins de la minorité et considérait, au lieu d'opprimer ces minorités, peut-être on aurait pu avoir un meilleur monde plus stable. Sur le plan local, M. Obama, je crois qu'il est en règle. Sur le plan international, il y a du pour, il y a du contre, et que l'histoire va juger dans l'avenir. Sur le plan national, il y a surtout le conflit israélo-palestinien. Un dossier sur lequel saute le président américain, quel qu'il soit. Ça a été le cas avec Bush, ça a été le cas avec Clinton, bien entendu, ça a été le cas avec Obama. Et la situation s'empire et on n'arrive à trouver aucune sortie de cette crise. Pourquoi? Et est-ce que ce dossier sera aussi, fera partie des priorités du nouveau président américain? Vous parlez d'un sujet qui devient chronique, un sujet qui date depuis des années, et à mon avis qui datera pour des décades encore, pour d'autres années. Mais c'est un dossier qui est considéré par tout candidat pour la présidence. Et tout candidat pour la présidence, pour avoir un feu vert, nous savons le lobby qui existe à Washington. C'est un lobby qui soutient Israël, ce qui est, d'après la Constitution d'ailleurs, on ne peut pas blâmer un président pour le faire parce que c'est écrit dans. Mais le jour où on parle de soutien, de support pour les Palestiniens, on est toujours critiqué, on essaye d'éviter d'en parler pour voir une région stable. C'est trop délicat de voir, comment dirais-je, de parler de ce sujet, surtout avec ce qui se passe dans le monde. Le conflit arabo-israélien est un conflit qui datera
quelques années encore. Pourquoi? Parce que malheureusement, chacun de ces partis désire quelque chose qui est tout à fait en contradiction avec l'autre. On parle des Israéliens qui veulent garder leur terre occupée, on parle des Palestiniens qui veulent récupérer la même terre. Et les États-Unis est la seule superpuissance. Les États-Unis soutiennent Israël, c'est un fait. Qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. Un président, un candidat qui cherche à devenir président devrait offrir le soutien pour Israël. On ne peut pas dire pourquoi il l'a fait, parce que c'est d'après la Constitution. Et c'est un conflit qui datera, c'est un conflit qui devient trop compliqué et qui est la source des problèmes de la région du Moyen-Orient. Le jour où on peut arriver à une solution, et je crois qu'il n'y aura peut-être que la paix, il n'y aura que la fraternité entre ces deux peuples. Bon, si on retourne aux citoyens américains, quelles sont ses aspirations, quels sont ses besoins les plus pressants avec le nouveau président? Vous savez, le citoyen américain s'intéresse plus à sa vie journalière. L'Américain veut changer une voiture, veut changer sa maison, veut financer les frais du collège, de l'université de ses enfants. Il veut mener une vie d'un certain standard. Le citoyen américain, en général, ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe en dehors des limites du Pentagone, des 5 côtés des États-Unis. Très peu, bien sûr, ils sont dans l'intérêt de ce qui se passe dans le monde, mais la majorité s'intéresse à ce qui se passe chez eux. C'est-à-dire, si un candidat promet par exemple une réduction de taxes, c'est un candidat qui peut attirer l'attention. Si un candidat promet de nouvelles opportunités d'emploi, si un candidat promet un meilleur soin médical, si un candidat comme Bernie Sanders, qui est beaucoup aimé par les étudiants et leurs familles, parce que Bernie Sanders, le candidat démocrate avec Mme Hillary Clinton, il soutient par exemple que l'université ou bien que les études académiques à l'université soient sans aucun frais. Ce serait très intéressant. Vous savez, les frais de l'université des États-Unis, aux États-Unis, coûtent très cher. Même pour les Américains? Et même pour les Américains, parce qu'il y a 2 genres d'universités. Il y a les universités publiques, il y a des universités privées. Et même les universités publiques qui sont consacrées pour les habitants de l'État. Je parle par exemple de l'État de la Californie. Oui. Ceux qui habitent en Californie peuvent joindre l'université publique à un certain montant qu'ils payent. Ceux qui viennent d'autres États, pour l'université publique, vont payer. Mais un peu plus, parce qu'ils ne sont pas résidents de la Donc Californie. comme s'ils venaient de l'étranger. Absolument, comme s'ils venaient de l'étranger. Les universités privées, alors, ça coûte 2-3 fois plus que les universités publiques. Oui. L'université publique en 2 catégories, locale de l'État et en dehors de l'État. Université privée, c'est le même taux, que ce soit de l'État ou de l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle les soutiens financiers aussi des États-Unis. Les bourses. Les bourses, voilà, les bourses. Non seulement les bourses académiques pour les avancées, mais aussi les bourses pour ceux qui ne sont pas capables. Parce qu'il y a des intellectuels, il y a des élèves qui sont brillants, mais qui viennent de familles moyennes, ou un peu moins que moyennes, qui ne sont pas prêts à financer. Si on présente tous les papiers nécessaires, les universités américaines les admettent. Tout cela, ce sont des facteurs qui influencent la popularité. Et puis le passé du candidat, ce que le candidat a pu faire, a pu prouver. Les gouverneurs des États, les gouverneurs ou bien les sénateurs, dans ces débats, ils annoncent, ils disent « j'ai fait telle chose, moi j'ai réussi à faire telle chose ». Et puis les autres les critiquent en essayant de ramener au bas ce qu'ils ont accompli, etc. Alors tout ça, le citoyen américain, il le suit de près et il peut bien choisir quel candidat va lui offrir ce qu'il désire. Mais le désir essentiel du candidat, du citoyen américain, du candidat, c'est de mener une meilleure vie sur le plan local aux États-Unis. Et concernant les écoles, parce que c'est important l'enseignement quand même, les écoles, elles sont gratuites? Oh, les écoles, la majorité des écoles, on parle des écoles primaires, secondaires, préparatoires, sont des écoles publiques. Il y a des écoles privées, il y a des écoles de religieux, de religieuses, il y a des écoles privées, ça existe, mais ça coûte cher. Mais les écoles publiques sont gratuites? Les écoles publiques sont tout à fait gratuites. Jusqu'au secondaire? Jusqu'au secondaire, tout à fait gratuites. Mais dès que les écoles publiques, dès qu'on termine ce qu'on appelle le high school, puis on joint l'université, il y a 2 choix. Que ce soit l'université publique, qui pour un citoyen de l'État
coûte très peu, Mhm. pour un citoyen en dehors de l'État coûte plus, Mhm. et les universités privées. Mhm. Le- Mais pourquoi un citoyen de l'État irait dans une autre université? Le taux de jeunes qui vont à l'université aux États-Unis n'est pas très élevé. Absolument, peut-être Oui. parce qu'il cherche une certaine catégorie qu'il ne trouve pas chez lui à l'État. Mhm. Peut-être parce qu'il veut avoir ce qu'on appelle s'exposer à une différente culture, à un différent État. Ça donne, c'est toujours sur le CV. S'il a passé quelques mois, il y a des gens qui quittent les États-Unis pour aller en France, en Turquie, en Mhm. Chine. Hein. Tout ça, c'est s'exposer à avoir plus d'expérience, à avoir plus de network. Les étudiants, ils sont intéressés à faire ça. Mhm. Et le niveau de l'éducation aux États-Unis, est-ce qu'on peut dire que ce soit un niveau d'éducation assez élevé si on parle de l'éducation sur le plan mondial? Parce qu'on sait par exemple que les pays d'Asie, maintenant on a la Corée, on a le Japon, on a la Finlande, euh, qui sont assez avancés en éducation aujourd'hui. Est-ce que les États-Unis peuvent conquérir, concurrencer ces pays-là? Je suis d'accord avec vous. L'expérience que j'ai vécue, je peux dire que l'éducation aux États-Unis est spéciale. C'est une bonne éducation, mais le système américain est un système qui est plutôt plus simple que dans d'autres pays. À mon avis, le système britannique est le meilleur système. Mais le système américain sur le plan scolaire, sur le plan universitaire, peut-être sur le plan universitaire, il y a des universités qui sont renommées mondialement à cause des recherches, à cause des prix Nobel que les professeurs en ont reçus, et ce qui donne une poussée, ce qui donne une force à l'université. Mais en général, le système américain, les Américains, vous savez, ils sont moins intéressés, comme vous allez le dire. Pas tout le monde est intéressé à aller à l'université. Il y a ce qu'on appelle l'éducation technique. L'éducation technique qui attire plusieurs. Alors qu'ici en Égypte, nous ne sommes pas tellement, on n'a pas tendance à aller dans cette direction. Mais le système américain du point de vue éducation est un bon système. Hein, on ne peut rien dire, mais il y en a d'autres systèmes qui sont plus forts, qui sont plus approfondis, en profondeur, beaucoup plus qu'en largeur. Bon, avant de terminer, on voudrait quel que soit le président ou le nouveau président américain, est-ce que c'est sa personne qui définit la qualité des relations entre les États-Unis et l'Égypte, ou bien c'est les intérêts stratégiques entre ces deux pays? Quel que soit le président américain, que ce soit M. X, M. tel ou Madame tel, on est supposé peut-être avoir une présidente, ce n'est pas ce que cette présidente ou ce président désire, il y a une politique des États-Unis. Les États-Unis, par exemple, et l'Égypte, il y a des relations bilatérales basées sur des marchés. L'Égypte a besoin des États-Unis, c'est la seule superpuissance. Et peu importe qui est le président, parce que la politique est très souvent définie et tracée par le Congrès. Hein, le président n'a pas toutes les cartes en main. L'Égypte a besoin des États-Unis, mais les États-Unis aussi ont besoin de l'Égypte. L'Égypte est un pays axe, est un pays centre, est un pays comme le foyer de la région du Moyen-Orient. La stabilité de l'Égypte, la sécurité de l'Égypte sera toujours en vue et considérée et protégée par les États-Unis. Et heureusement, nous avons un nouveau président, un cher président, M. Sisi, qui a de très bonnes relations avec le monde et surtout avec les États-Unis. Et je crois que nous sommes en bonne voie pour garder, quel que soit le président qui viendra en 8 novembre 2016 et qui va entrer à la Maison-Blanche en janvier 2017, quel que soit ce président, les relations resteront toujours en la meilleure forme. En tout cas, nous sommes encore à une année presque de cette entrée du nouveau président à la Maison-Blanche, mais on suivra de près avec vous le cours de ces élections, puisque vous les suivez de très très près et que vous êtes souvent aux États-Unis justement pour être plus informé sur le cours des choses. Volontiers. On vous remercie beaucoup d'avoir été Merci, parmi nous. On vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.